Mesdames, Messieurs, je vais à mon tour vous souhaiter la bienvenue pour cette journée du pôle alimentation, donc dans cette belle villa Rabelais. Et je vais avoir le plaisir de vous parler d'un autre univers, puisque c'est celui de l'archéologie de la volaille. Donc j'ai choisi de vous parler de la volaille de façon générale. Je vais aborder d'abord un petit peu la domestication. Je vous présenterai un certain nombre de sites archéologiques dans lesquels on a de la volaille et je vous montrerai quelle documentation on peut espérer retrouver. Je vous parlerai un petit peu de la gestion de la basse-cour vue par l'archéologie et puis quelques problématiques de recherche dans ce domaine. On a plus de 9000 espèces d'oiseaux sauvages et parmi ces espèces, il y en a une dizaine qui ont été choisies par les hommes, des hommes de société et sur des continents très différents pour être domestiqués. Cette domestication des oiseaux, elle intervient après celle des mammifères, qui est beaucoup plus ancienne dans le temps. Elle intervient encore une fois dans des sociétés sans contact, à des lieux différents, globalement entre le 7e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ, en sachant qu'une domestication comme celle du coq est encore une domestication à énigme. On ne sait toujours pas exactement à quelle date et sur quel site on a domestiqué le coq, en sachant que dans les années 90, il y a une publication qui parlait d'une domestication vers 7000, 8000 avant Jésus-Christ. Or, une révision récente des restes a montré que c'était des faisans et que c'était donc pas du tout du coq. Donc, c'est des questions qui restent ouvertes. Ce qui est sûr, c'est que cette volaille arrive sur notre territoire à partir de l'âge du fer. Donc la chronologie, on part du bas, hein, on est là on est vers moins 5000 au néolithique, on a le troupeau domestique des grands mammifères. Et puis, donc, c'est vers l'âge du fer, vers moins 800 avant Jésus-Christ, qu'on voit arriver d'abord le coq. Ensuite, on a l'oie, puis le canard. Et avec la période romaine, on va avoir le pigeon, le paon, la pintade, le faisan. Alors pour certains d'entre eux, le statut domestique ne pose aucun doute, entre autres le coq, puisque le coq, les ancêtres sauvages sont tous en Asie du Sud-Est, donc on n'a aucun doute sur le fait qu'on a une diffusion qui prend plusieurs millénaires avant d'arriver donc, en Europe occidentale. Par contre, pour le canard ou pour l'oie, leur statut domestique est plus complexe à déterminer à l'âge du fer, parce que la discrimination, l'évolution des restes osseux ne permet pas de discriminer sauvage et domestique. Et là, il faudrait faire appel à de l'ADN potentiellement pour pouvoir vraiment déterminer les espèces. Vous voyez ici que la répartition naturelle des ancêtres, allant de l'Asie à l'Europe de l'Ouest, évidemment, elle se promenait un petit peu partout, et on peut donc en chasser comme en élever. La dernière espèce qui arrive, c'est le dindon, lui bien évidemment domestique, un dindon qui va s'intégrer très vite dans les cours les plus aisés en Europe et qui va remplacer l'oie dans un certain nombre de contextes, donc qui va prendre un statut social élevé très très rapidement. Dans tous ces assemblages osseux, on a des restes de volailles qui sont souvent des restes assez fragiles, qui sont souvent consommés par les chiens, qui sont croqués, qui sont abîmés, donc qui sont parfois difficiles à déterminer. Et au cours du temps, dès l'âge du fer, l'animal le plus fréquent, c'est le coq. Il est vraiment dominant, entre 60 et 80% des assemblages. Ce coq, on va le trouver dans des milieux particuliers. Entre la période gauloise et la période romaine, on va prendre l'habitude de déposer du coq comme offrande alimentaire dans les tombes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, vous voyez, dès 200 avant Jésus-Christ. Donc, il est d'abord aux côtés du porc, qui est aussi une viande de qualité. Et petit à petit, ce coq va prendre toute sa place dans les offrandes alimentaires. Jusqu'à la fin de la période romaine, on n'offre plus que du coq. Donc ça, c'est un phénomène très important. Ce coq, si vous êtes dans la classe moyenne, à l'âge du fer, vous aurez droit soit à un coq, soit à une portion de porc, soit, vous voyez ici, une épaule de mouton. Si vous êtes dans les classes riches, vous aurez de la chance, vous aurez du porc, plus du poulet,
plus peut-être une oie, peut-être aussi un gigot de mouton. Alors c'est un phénomène qu'on observe sur l'ensemble de l'Europe celtique, avec des dépôts dans les tombes. Vous voyez ici une nécropole. Je vais montrer directement une nécropole, et j'ai mis partout où il y a une petite flèche verte la présence du coq. Donc il est présent dans les sépultures qui contiennent le plus d'offrandes. Il y a évidemment aussi des céramiques, du métal, etc. Et il est associé parfois à des espèces excessivement rares, comme ici avec de l'ours. Donc des dépôts très symboliques. On est vraiment dans un animal qui renvoie à une viande privilégiée et à un symbole associé à la classe aristocratique. À la période romaine, c'est quelque chose qui va continuer. Là, c'est un autre exemple à Soissons, où on a une nécropole de nourrissons et d'enfants. Et dans cette nécropole, on a déposé, là encore de façon privilégiée, du porc ou du coq. Et je voulais vous montrer ce bel exemple d'un enfant. Vous avez un enfant qui a entre 1 an et 1 an et demi, qui est donc accompagné d'un certain nombre de céramiques, dans lesquelles il y a de l'alimentation végétale, il y a des encens, il y a des parfums. Et puis vous avez un coq qui est déposé à proximité, bien aligné, avec en même temps un morceau de cochon. Ces offrandes alimentaires, elles vont continuer pendant le haut Moyen-Âge, avec des dépôts particuliers sur toute l'Europe centrale, vous voyez l'est de la France, en particulier en Alsace, avec des dépôts assez systématiques, là encore 2 dépôts alimentaires. Toujours le porc, c'est vraiment un animal qui est très très important dans les symboles tout au long de l'histoire. On va trouver la poule, mais nouveauté, on va trouver aussi des œufs. Donc on dépose, vous voyez, dans 30% des cas, des œufs associés à des défunts. Et là, vous avez l'exemple d'une tombe à inhumation d'un homme avec des dépôts d'œufs à proximité. Alors ces œufs, bien sûr, ce sont des œufs qui sont pleins de sédiments, qui sont difficiles à étudier, difficiles à déterminer, ne serait-ce que par espèce. Et là, il y a tout un programme qui a été développé par un collègue pour déjà les nettoyer, extraire le sédiment, extraire les coquilles, ensuite, évidemment, les faire sécher, et puis essayer d'en déterminer l'espèce à partir de l'épaisseur de la coquille, donc avec des analyses au niveau du micron, qui permettent de mettre en évidence qu'en général, c'est du coq qui est déposé, enfin de la poule, des œufs de poule, et puis, vous voyez, avec des repères comme le pigeon ou comme l'oie, et il y a un cas ou deux où il y a un doute, ça serait peut-être un dépôt d'oie. Il y a toute une analyse aussi avec du microscope électronique à balayage pour essayer de déterminer à partir de la structure même de la coquille, si on peut, à partir de là, déterminer les espèces. Autre exemple de présence de la volaille. Donc là, on est dans une auberge, on est au début du XVIIIe siècle. C'est une auberge qui est amusante parce que, en fait, depuis le XVIIe, sans discontinuer, elle a été occupée comme des hôtels, des auberges, etc. Donc un lieu d'accueil. Et des fouilles récentes ont permis d'établir la liste des espèces qui étaient consommées dans ce contexte, avec, de façon un peu exceptionnelle, autant de mammifères qui sont consommés que de volailles. Et en volaille, on a du pigeon, on a du poulet, on va trouver aussi du paon et de la dinde. Donc c'est un contexte un petit peu particulier, où vous voyez que néanmoins, c'est toujours le coq domestique qui est le plus largement servi sur cette table assez aristocratique. Un coq qui est découpé, donc on va étudier les traces de découpe pour essayer de comprendre comment on les a préparés, et un ensemble où on consomme en général des jeunes poules, en sachant qu'au niveau des analyses des épiphysations sur les ossements de poulet, contrairement aux mammifères, on a juste une date avant ou après 6 mois, donc c'est notre gradient pour savoir s'ils sont plutôt jeunes ou plutôt vieux. Par contre, on consomme beaucoup de femelles, donc on privilégie les poules. Quelques problématiques de recherche. Donc, on étudie les restes de volailles, bien sûr, à partir des ossements en tant que tels, mais on essaye aussi de déterminer leur place dans l'alimentation. Donc ça, c'est, vous voyez, une publication toute récente de 2017
où pour la première fois, on a réussi à déterminer des graisses par espèce, donc des graisses là, de poulet et d'oie, qui ont été piégées à l'intérieur de céramiques qui ont été utilisées pour l'alimentation. Donc ça permet de mettre en évidence, je sais pas, une poule bouillie ou une utilisation en tout cas concrète, alimentaire de cette poule. Un autre questionnement, c'est autour de la castration. Alors on détermine le sexe en archéologie, le sexe des volailles, tout d'abord en cassant les œufs, puisque chez les poules, avant la période de la ponte, il y a un dépôt de calcium à l'intérieur, au cœur de la diaphyse, et ce dépôt de calcium, en fait, on peut tout simplement l'observer. Donc là, on est sûr qu'on a une poule et qu'on est au niveau de la saison, avant la ponte. Autre critère qu'on va utiliser, c'est le tarsométatarse, donc cet os qui, chez les poules, est lisse, et chez le coq va avoir ces fameux ergots qui permettent tous les combats de coqs qui existent encore actuellement. Et donc, on a d'un côté les coqs, de l'autre côté les poules, et au milieu, on a, depuis la période romaine, des animaux qui ont un ergot atrophié. Donc cet ergot atrophié, c'est une hypothèse d'archéozoologue. Est-ce que c'est effectivement des animaux qui ont été castrés pour avoir cette caractéristique physiologique? Donc on retrouve des chapons, entre guillemets, complets dans certaines sépultures, complets ou presque complets, souvent il manque la tête, ils sont apprêtés, ils sont en rôti déjà dans les tombes, en poulet déjà préparé pour consommation. Et ces animaux qu'on qualifie peut-être à tort de chapons sont aussi beaucoup plus grands que les poules et plus grands que les coqs. Et quand on sait que la castration, ça provoque une augmentation de la croissance, c'est un critère qu'on utilise pour affirmer qu'il y a potentiellement eu une castration. Autre type de recherche, c'est tout ce qui concerne les pathologies et l'histoire des maladies dans l'histoire, au cours du temps. Et puis, un des grands questionnements, c'est autour de l'évolution et de la diversification des morphologies. Donc, au cours de l'histoire, on se rend compte que les animaux domestiques, en particulier les mammifères, ont des changements de taille très importants, de l'ordre parfois de 30%, entre la période gauloise et la période moderne, avec des moments où les animaux chutent de taille vraiment de façon très importante, et d'autres moments où ils augmentent. Ce sont des phénomènes qu'on n'arrive absolument pas à définir. On ne sait pas du tout quels sont les changements zootechniques qui ont amené des groupes humains à des endroits précis à arriver à faire regrandir les animaux, que ce soit les mammifères ou que ce soit la volaille. On ne sait pas s'ils ont joué sur l'alimentation, s'ils ont joué sur l'espace vital, s'ils ont joué sur des sélections particulières. On n'a aucun élément, on est vraiment dans des hypothèses. Et ce qui est amusant, c'est que le coq suit un petit peu, je dirais, la courbe qu'on connaît pour le bœuf. C'est-à-dire qu'on a des tout petits coqs à la période gauloise, on a tout le troupeau est tout petit. À la période romaine, on va avoir une croissance importante avec des oiseaux, mais tout un troupeau qui prend au moins 20 ou 30% de taille en plus. Donc ça, c'est un phénomène qu'on associe au côté centralisé, à la diffusion de la zootechnie par les agronomes latins, enfin, à un certain nombre d'éléments de ce type-là. Et puis, au X-XIe siècle, une baisse de la taille qui s'observe, là aussi, chez les bovins, chez les moutons, chez les coqs, et donc probablement un contexte social, économique particulier, mais la corrélation est encore difficile. Et puis vous voyez à nouveau ensuite une croissance petit à petit donc du coq. Alors on travaille là exclusivement sur les femelles pour ne pas avoir des problèmes de taille, de dimorphisme sexuel à l'intérieur. Ça permet de mettre en évidence un phénomène. Bien évidemment, ça lisse toute l'approche qu'on pourrait avoir sur entre guillemets, des morphotypes ou des races différentes. Ces morphotypes différents, on sait qu'ils sont attestés dès la période romaine. On a un certain nombre de textes qui nous disent qu'il y a des grands coqs, il y a des petits coqs, il y en a de telle forme, de telle couleur, etc. Donc il y a déjà une forme de diversification
entre guillemets, de race dès la période romaine. Mais nous, archéologiquement, on a beaucoup de mal à le saisir. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur des os qui sont isolés. Donc on va avoir, je ne sais pas, là, vous voyez, 2818 femelles poules différentes. Mais on ne peut pas les associer au reste du squelette quand on est dans des contextes d'habitat, puisque ce sont des os isolés, des os qui ont été consommés, et de ce fait, on peut difficilement raisonner sur les types morphologiques. Alors, malgré tout, ces analyses globales de morphologie permettent de mettre en évidence des spécificités. Là, on est à Tours entre le 15 et le 16e, et on a des poules qui ont un tibiotarse particulièrement petit par rapport à tout ce qu'on observe ailleurs en France, dans toutes les autres analyses, et qui laissent penser qu'il y a peut-être une race ou une forme spécifique. Un dernier contexte là sur ces questions de morphologie. Là, on est dans une tombe, on est en Alsace. On a un homme de 20-29 ans qui faisait 1,85 m, qui a été inhumé dans la première moitié du 7e siècle. Il est inhumé avec une poule qui a des caractéristiques morphologiques spécifiques, avec entre autres des tibiotarses qui sont complètement tordus. Alors, c'est une poule qui n'est pas pathologique, qui a des caractéristiques qui renvoient à des races actuelles de poules dans lesquelles je ne connais rien. Il a comparé donc cette poule à tout un ensemble de données pour cette période médiévale, et il en conclut qu'il a une poule de race, entre guillemets, courte patte, comme visiblement il en existe encore actuellement. Voilà, donc cette mosaïque romaine qui vous montre sans nul doute que l'on consomme de la volaille à la période romaine, des coqs qui ressemblent peut-être déjà à des dindes, mais je vous laisse apprécier. Il faut appuyer sur le petit bouton.